Salut les amis, on se retrouve sur Hackthebox pour faire une machine qui s'appelle Unicode, difficulté médium. Alors, je vais commencer tout de suite en allant dans mes documents et je vais créer un dossier pour cette machine et je vais rentrer dedans. Ok. Ensuite, ma machine, je l'ai démarrée. Mon serveur VPN est également démarré. Je vais commencer par pinguer la machine pour vérifier que j'y ai bien accès. Et là, tout fonctionne bien. Ensuite, première étape, le Nmap, SC pour les scripts, SV pour les versions, et -T4 pour la rapidité. 10.129.175.102. Ok, donc on a un serveur SSH et un serveur HTTP. Donc on va visiter le HTTP. 10.129.175.102. 175.102. Donc on arrive sur le site qui s'appelle Hackmedia. Là sur la page d'accueil on a un petit bouton Google About Us et si on regarde dans le code source, on peut voir en fait à ce niveau-là que on a ici une redirection, donc /redirect, point d'interrogation, URL égale google.com. Donc ça c'est intéressant, on a potentiellement une faille de type Open Redirect ici. Ensuite on a un login, j'ai testé les identifiants par défaut mais ça n'a rien donné. Par contre on peut également créer un compte et on va en créer un que je vais appeler Toto avec le password Toto. Il nous renvoie sur le login. Donc je tape Toto Toto et une fois qu'on est login on arrive là sur l'adresse /dashboard. Donc on a plusieurs autres pages mais aucune de vraiment très intéressante. Ici on a un upload, mais impossible de trouver là où les fichiers sont uploadés, donc impossible de trouver un reverse shell via ce moyen-là. Par contre, si on regarde dans nos cookies, on voit qu'on a un cookie qui s'appelle hôte, et je vais le noter juste là. Donc je vais le copier-coller. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon plugin. Juste ici, j'ai un plugin qui me donne les cookies, et donc voilà, le cookie est ici. Alors si on copie-colle, on remarque que c'est de la base 64, ça saute aux yeux ça. Et on peut voir ici, il y a un point, et là, ensuite encore de la base 64, un point, et encore de la base 64. Donc évidemment, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire ça. On va écho la première partie, avec un pipe, on va faire un base 64 -D pour décoder. Et on obtient ça, donc qui nous dit type GWT, algorithme RS256 et JKU. Donc, alors JWT c'est les JSON Web Token. Si vous connaissez pas, vous pouvez en fait faire une recherche. Avec une petite recherche, on voit donc que c'est un standard. Ça permet d'échanger des jetons. Donc c'est des jetons de connexion en fait, qui sont encodés en base 64 et ils se présentent sous cette forme-là. Ils ont un premier encodage base 64 qui est le header. Ensuite, ils ont un payload. Donc juste là, payload, donc ça c'est les données. Et là sur jwt.io on a un exemple. Donc le header il nous donne l'algorithme utilisé et le type, donc type JWT. Et ensuite le payload il va nous donner des petites informations comme ça. Là par exemple subject, donc personne à qui se réfère le token, le nom, et là IAT c'est pour issued at, donc c'est la date à laquelle ça a été à laquelle le token a été fait. Et ensuite, la troisième partie, la troisième partie, c'est une signature donc pour vérifier l'intégrité du token, pour vérifier qu'il n'a pas été modifié. Donc ce qu'on va pouvoir faire, nous, c'est reprendre notre token. Là, tac, ce token, on va le copier-coller sur jwt.io. Il nous dit que la signature est invalide, c'est normal, il ne peut pas vérifier la signature. On voit que c'est un type JWT, que pour la signature, il utilise l'algorithme RS256. Et là, le JKU, il nous donne comme information JSON Web Key. Donc en gros c'est l'URL à laquelle on va trouver les informations pour vérifier la signature. Mais en gros c'est très simple, le RS256 va utiliser
un couple clé privée, clé publique pour signer le token. Et là, la JWK, ça va être les informations de cette fameuse clé. Donc là, par exemple, on peut y aller. On sait que c'est sur /static/jwks.json. Et si on y va ici, on va avoir, ici on sait que c'est du RSA. Use, donc à quoi elle sert? Donc elle sert à faire sign, donc à signer. Le KID, donc ça c'est un ID pour la clé, c'est son nom. On va simplifier en disant que c'est le nom de la clé. Donc là ça s'appelle hack the box. Et ici on a deux nombres, donc un nombre n et un nombre e. Et ces deux nombres, ça va être des nombres qui vont permettre de vérifier la signature. Donc ça c'est assez intéressant parce que on va récupérer ce fichier. Et ce qu'on va faire, c'est que hop, on récupère le fichier avec un wget. Et ce fichier, on va pouvoir le modifier. Étant donné que ici, on a la main sur le token, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le token, changer l'URL pour que ça renvoie vers notre page à nous. On va également changer l'user pour se connecter en tant qu'admin. Et pour la signature, on va utiliser notre propre clé. Et les informations de notre clé se retrouveront dans le jwks.json. Et quand nous, on envoie notre token au serveur, le serveur vérifie notre token. Pour le vérifier, il regarde le JKU, il voit que ça lui renvoie vers l'URL de notre serveur à nous, donc il va chercher le fichier jwks.json sur notre serveur à nous, et vu qu'on a notre clé, eh ben, il peut vérifier correctement, et ça nous permet en fait de bypasser les sécurités qu'il y a actuellement. Si on tape JWT, JKU et hack par exemple, on a le site Hacktricks qui nous donne des informations là-dessus. Donc on peut aller voir un peu plus bas. Donc là déjà il parle du JWKS spoofing. Donc là si le token utilise JKU, on peut modifier le JKU pour renvoyer vers un serveur web qu'on contrôle et qui dispose de clés privées et publiques qu'on aura utilisées pour forger notre propre token. Et là, si on va un peu plus bas, ici, il explique un processus pour faire l'attaque, mais on va pas exactement suivre ce même processus, parce que j'ai suivi ce processus au départ, et ça n'a pas fonctionné. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais copier cette première ligne, qui va me servir à créer une clé. Donc là, avec cette ligne-là, j'ai créé un fichier qui s'appelle keypair.pem, et si j'ouvre ce fichier, j'ai une clé RSA privée. Une clé privée RSA. Une fois qu'on a ça, on va utiliser JWCrypto. En fait, on va écrire un petit script Python pour gérer notre JWK et notre JWT. Donc pour gérer aussi bien le JWK que le token en lui-même. Donc là, on peut lire, mais ou sinon on peut directement aller dans les exemples tout en bas. Les exemples sont largement suffisants pour ce qu'on veut faire. Donc je vais ouvrir un fichier que je vais appeler script.py et je vais faire from jwcrypto import et je vais importer JWK et JWT. Donc JWK c'est pour créer la clé pour signer et JWT c'est pour créer le token en lui-même. JWCrypto est pas installé par défaut, mais avec un pip install JWCrypto, on peut l'installer comme ça très facilement. Ensuite, dans les exemples, ce qui nous intéresse, c'est le fait d'importer une clé depuis un fichier PEM. Donc on va refaire les lignes de cet exemple-là. On va réécrire ces lignes. Donc with open. Nous, notre clé, elle s'appelle keypair.pem. On l'ouvre en lecture de byte et on l'ouvre en tant que PEM file. Pourquoi pas. Ensuite, on crée un objet clé. Donc on va créer un objet de type JWK qu'on appelle clé. Et donc cet objet va nous servir à signer un peu plus tard. Donc from PEM, PEM file.read. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais print cette fameuse clé, histoire de vous montrer à quoi elle correspond. Là, je peux exécuter ce petit script et j'ai dû faire une erreur dedans.
Ouais, j'ai mis 2F juste ici quand j'ai déclaré la PEM file. Ok, et là si j'exécute, alors on voit, j'ai le fameux KID, donc j'ai le fameux identifiant de la clé, et là notre empreinte. Bref, on a une clé, on a un objet qui représente notre clé. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut print également k.n. Donc si vous vous souvenez dans jwks.json, il y avait deux valeurs, c'était n et e. Donc sur les clés RSA, c'est deux valeurs qui sont utilisées pour les vérifier. Donc on va print tout simplement k.n avec préciser que c'est n. Je vais préciser que c'est n et là préciser que c'est e. Et si on fait ça, on obtient donc notre objet clé, on obtient son KID. Là, on obtient la valeur de n, encodée en base 64, et là, on en obtient la valeur de e, encodée en base 64 également. Donc, je vais sélectionner tout ça, hop, et ensuite, je vais ouvrir le fichier jwks.json, et à la toute fin, je vais coller tout ce que j'ai copié depuis depuis mon script. Ok. Ensuite, je vais supprimer ce dont j'ai pas besoin. Donc voilà, tout ça je n'aurai pas besoin. Je supprime également tout ça. Là on peut voir que E, il a comme valeur AQAB. Et là c'est pareil, AQAB. Donc ça, on va pas s'en servir. Ensuite on va avoir besoin de mettre entre guillemets. Donc je vais mettre entre guillemets. Ici je vais également mettre une virgule. Tiens, j'avais d'ailleurs gardé le guillemet juste ici. Tac. Et là à la fin, j'ajoute une virgule. Et ce que je vais faire, c'est que là où il y a la valeur de n, je vais supprimer ce qu'il y a actuellement. Là où il y a la valeur du KID, je vais supprimer ce qu'il y a actuellement. Et je vais copier-coller, enfin couper-coller le KID. Et ensuite couper-coller n. Donc en fait là tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec VI, mais tout ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement dans le fichier jwks.json, j'ai remplacé le KID avec l'id de ma clé et le n avec le n qui appartient à ma clé. Je sauvegarde ça et ensuite on va créer notre token. Donc pour créer notre token, on va sur JWT. Et les exemples nous suffiront également. Là, on veut créer un token avec une clé qu'on a générée. Donc on a déjà notre clé. Donc je vais me débarrasser de tout ça. Et on va créer donc token égale JWT. On crée un objet JWT. La première chose qu'on va préciser, c'est les headers. Donc en JSON. Et là, je vais me référer à jwt.io pour voir les headers que je dois préciser. Alors type, il le précise automatiquement dans tous les cas, donc on n'a pas besoin de le mettre. Si on le met, il risque d'y être en double. Donc, première chose qu'on doit préciser, c'est l'algorithme. Alg de RS256. Ensuite, on met une virgule. Et deuxième chose qu'on doit préciser, c'est le JKU. En fait, le JKU, actuellement, il est égal à ça. http://acmedia.htb/static/jwks.json. J'ai fait beaucoup de tests et en gros, ce qui se passe, c'est que le JKU ne sera pas reconnu s'il ne contient pas HTTP, enfin s'il ne commence pas par http://acmedia.htb/static/. Donc toute cette partie-là, on est obligé de l'avoir dans notre JKU. Ils ont des filtres qui fait qu'on est obligé d'avoir toute cette partie. Donc http://acmedia.htb/static. Tout ça c'est obligatoire. Si là on met jwks.json, il ira toujours à la même adresse, il ira toujours chercher jwks.json, il ira pas sur notre jwks à nous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter .. donc pour qu'il retourne en arrière dans l'arborescence.
Et si vous vous souvenez, il y avait une adresse qui était redirect / point d'interrogation. Donc en fait, dans redirect, pour la redirection, vous vous souvenez sur... Donc là, on est ici, on est dans statique, en fait. Si on va dans statique, donc là, on a interdit, et jwks.json, boum, on est sur jwks.json, ok? Si on est sur statique et qu'on retourne en arrière de 1, on se retrouve sur la page d'accueil du site. Juste là, la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, juste ici, sur notre bouton Google About Us, ça nous renvoie vers /redirect / point d'interrogation URL. Vous vous souvenez, j'ai dit qu'il devait sûrement y avoir un Open Redirect ici. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si on lui dit / redirect / point d'interrogation URL égale google.fr, là c'est le chemin, ça fait comme si on retournait sur la page d'accueil, puis qu'on cliquait sur le bouton qui nous renvoie vers google.fr. Et en faisant ça, on arrive sur google.fr. Sauf que là, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est que vu qu'il filtre, on est obligé d'avoir le /static/, on peut faire / redirect / point d'interrogation URL égale et aller où on veut, y compris sur notre machine à nous. Et c'est ce qu'on va faire justement. Donc le JKU, il se trouvera là, http://acmedia.htb /static/, ça je suis obligé de le garder. Mais je le fais retourner en arrière d'une page, donc il est sur la page d'accueil. Et là je le fais, entre guillemets, cliquer sur le lien de redirection. Sauf que la redirection, je change, je le fais pas rediriger vers Google, je le fais rediriger vers mon PC, donc sur ma machine, qui est en 10.10.14.28 /jwks.json. Et donc en faisant ça, il va prendre le JWKS que moi j'ai sur ma machine. Donc ça c'est pour les headers. Donc les headers, ça correspond, il nous faut tout ça. Et après les headers, hop, si on retourne sur notre documentation, on a les headers qui sont ici, une virgule, et on a les claims. Alors claims, en fait, c'est tout simplement c'est le payload du token. Donc c'est ici qu'on va pouvoir mettre, hop, alors je vais mettre des accolades parce que c'est du JSON, et je vais fermer la parenthèse de mon objet. Et là, en termes de claims, en termes de payload, on a juste ici, on a les valeurs de notre payload. Tout ce qu'on a, c'est user qui est égal à Toto. Et donc, moi, le payload que je veux mettre, c'est user qui aura pour valeur admin. Tout simplement pour devenir admin. Ensuite, on retourne sur notre doc. Donc là, on a créé notre objet token. Donc ça, c'est parfait, il est prêt. Hop, là, la ligne 6, on a notre objet token. Ensuite, il nous fait un token.make _ signed _ token. Donc là, c'est pour signer le token. Donc c'est pour faire la signature. Suivi de key. Hop là. Et après, on n'a plus qu'à faire un token.serialize pour l'afficher. Mais vu qu'on est dans un script, il va falloir utiliser un print. Donc on print le résultat de token.serialize. Et on va obtenir un token tout beau. Donc là, si on lance Python 3 suivi de notre script, on obtient un token. Et on va également lancer Python 3-m http.serveur. Donc on lance un serveur parce qu'il faut qu'il aille chercher le JWKS qui est dans ce dossier. Donc il nous faut un serveur web pour qu'il aille le chercher. Et je viens de me rendre compte qu'on va modifier le script parce que là notre token est pas bon. Quand je lance mon serveur Python, il se lance sur le port 8000, donc je vais rajouter 2.8000 à mon adresse IP pour qu'il aille le chercher sur le bon port. Donc on recommence, on relance notre script, un nouveau token, on lance notre serveur. On retourne là, ici, on va retourner sur le dashboard. Donc là on est sur le dashboard. Et on va modifier le token. Donc là le token hôte, je vais supprimer ce qu'il y a, la valeur actuelle. Je vais copier le nouveau token que je viens de créer. Ah oui, là ça m'a... Tac. Donc je copie le nouveau token. Je vérifie quand même que j'ai bien le bon token. Donc ça m'a l'air bon. Je sauvegarde le nouveau token que je viens de faire.
Et là, si je recharge la page, on est sur le dashboard de l'admin. Et là, à droite, sur le serveur web, on peut voir juste ici que il y a eu un get/jwks.json de la part du serveur en face. Et maintenant qu'on est sur le dashboard, alors en fait il n'y a rien, mis à part ça, les saved reports qui sont intéressants. Quand on va dessus, donc il nous dit que le report on ne l'a pas encore. Alors n'oubliez pas, faut laisser le serveur, vous voyez, il vérifie le JWKS et vérifie régulièrement, donc faut le laisser tourner. Là ce qui est intéressant, c'est qu'on a page égale monthly.pdf. Donc potentiellement, on pourrait peut-être avoir une LFI, Local File Inclusion, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut faire fuiter des fichiers locaux en écrivant par exemple /etc/passwd. Si on fait ça, il nous dit qu'il a qui filtre en fait les informations qu'on lui donne et qu'il est plus fort que nous et qu'on trouvera pas le moyen de bypass les filtres. Donc là, pour bypass les filtres, il y a plein de techniques, mais le nom de la machine nous donne un indice. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Unicode, Normalization, et donc là je l'ai encore en fait, c'est sur ce site là que j'ai trouvé. Donc je vais retourner, vu que dans l'historique, mais si vous recherchez Unicode Bypass, tout ce qui est Bypass with Unicode, LFI Unicode, des recherches comme ça vous mèneront vers différentes ressources qui vous permettront de bien comprendre comment ça fonctionne. L'idée c'est que l'encodage des caractères va nous... En fait, il filtre que certains caractères. En changeant l'encodage, il trouvera... en changeant l'encodage, il remplacera l'encodage par le bon caractère et le filtre qui cherche les caractères ne filtrera pas l'encodage. Par exemple, je vais donner un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Vous voyez le slash, on peut le modifier. En fait, si on écrit %EF, %BC, %8F, ça, c'est un encodage Unicode, c'est un encodage qui correspond au slash. Les filtres qui sont en place, ils filtrent le slash, ils interdisent les slash, mais ils interdisent pas les %EF, %BC, %8F. Donc c'est ça qu'on va copier. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, on va faire slash, donc le code, l'unicode du slash, etc, re/slash passwd. Donc c'est pour ça que j'ai copié là ce code, j'ai copié ce code pour pouvoir le coller facilement. Et là, si on fait ça, il nous dit donc 404 not found, et là, on voit bien qu'il dit qu'il n'a pas trouvé /etc/passwd. Donc on a bypassé, le filtre est bypassé. Par contre, s'il ne le trouve pas, c'est peut-être qu'il utilise des chemins bien spécifiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire retourner en arrière un maximum. Donc slash, 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 etc. Je vais en faire plusieurs. Le nombre, peu importe. Et à la fin, /etc/passwd. Et là, on obtient bien notre etc passwd. Donc on a bien la faille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient l'utilisateur qui s'appelle code. On a un utilisateur qui s'appelle code. En fait, regardez sur Linux, hop, si là, on veut faire cat /etc/passwd, bon, là, ça fonctionne évidemment, mais si on fait, donc si on retourne en arrière, donc actuellement, je suis dans /home/kali, ce qui fait que je peux aussi cat .. Donc là, je suis à la racine, vu que je suis remonté de 2 niveaux, je suis à la racine, mais je peux remonter d'autant de niveaux que je veux. Une fois que je suis à la racine, je peux pas aller plus en arrière que la racine. Donc peu importe le nombre de niveaux que je remonte, ça sera toujours, une fois que je suis à la racine, je suis à la racine. Et donc si je fais passwd, ça fonctionne. Donc c'est cette technique qu'on a utilisée ici pour obtenir le TC passwd qu'au début il ne voulait pas nous donner. Là, ce que je vais faire, c'est juste pour que ce soit plus pratique, parce que dans le navigateur, c'est pas hyper pratique. Je vais démarrer Burp Suite.
je vais utiliser en fait Burp pour faire cette LFI là, cette inclusion de fichiers locaux. Je vais l'utiliser via Burp, ça sera un peu plus simple, un peu plus pratique je trouve. Donc je vais sur Burp, et là ce que je vais faire, c'est que juste ici, je vais retaper mon slash. Bien sûr les slash sont remplacés par des Unicode. Je retape en fait la même chose. Et là, sur Burp, j'envoie vers le repeater. Ensuite, j'ai plus besoin du proxy, hein, je peux turn off. Et dans le repeater, si j'envoie cette requête-là, donc j'envoie la requête là de tous les slash jusqu'à etc passwd, j'obtiens mon passwd ici. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est quel fichier va être intéressant. Donc, j'ai fait quelques recherches, j'ai testé pas mal de choses. Déjà, premier fichier intéressant qu'on peut récupérer, vu qu'on sait que l'utilisateur s'appelle code, on peut aller dans /home/code et printer et code/user.txt. Et si on fait ça qu'on envoie, on obtient le flag de l'utilisateur. Donc là, sur Hack the Box, on peut valider l'utilisateur déjà. Ensuite, si on regarde, ensuite on sait que c'est un Nginx qui tourne. On avait ça dans Nmap, donc j'ai pas fait remarquer tout à l'heure, mais je suis remonté un peu trop en arrière. Où est le résultat de mon Nmap? Voilà, dans le résultat du Nmap, on voit qu'il y a un Nginx qui tombe. Donc étant donné que je savais pas trop quoi afficher comme fichier, j'ai été chercher le fichier de configuration de Nginx, qui de toute évidence pourrait être intéressant. Donc on va aller chercher etc, le slash en Unicode, Nginx et /nginx.conf. En fait, au départ, j'essayais d'afficher les fichiers du site, mais impossible de trouver où étaient les fichiers du site. Habituellement, ils sont dans var 3w html, mais là, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert la configuration d'Nginx. Et quand on regarde la configuration d'Nginx, bah, on n'apprend pas énormément de choses utiles, mais il nous donne quand même sur la piste que on a les virtual hosts qui sont dans site enabled. Donc, ce que je fais juste après, c'est etc nginx site enabled. Et là, le problème, c'est que je ne connaissais pas le nom du fichier du virtual host. Après quelques recherches sur Nginx, si on fait quelques recherches sur Nginx et les virtual hosts, on peut trouver, en fait, on trouve les ressources et on apprend qu'il y a un fichier par défaut qui s'appelle, en fait, un fichier par défaut pour les virtual hosts qui s'appelle default, justement. Je retrouve plus, je sais plus si c'est sur ce site-là que j'avais trouvé. Je sais qu'on peut le trouver, cette information. Là, il va nous dire, alors là, il parle des default servers. Voilà, juste ici, default. Donc default, c'est un fichier qui arrive en même temps que le serveur Nginx. Quand on installe Nginx, on a dans site enabled /default, et ce fichier correspond au premier virtualhost, au premier site web de, de, de Nginx. Donc on va lire ce fichier default, et quand on lit ce fichier default, on a pas mal d'informations très intéressantes qu'on va copier-coller juste là-dedans. Donc je vais tout récupérer, tac. Et donc dans ce fichier, on apprend que le webroot actuellement il est dans /home/code/app, app. Et on apprend également qu'il faut changer le password de l'utilisateur du fichier db.yaml. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que maintenant on sait où on doit chercher dans home code app, et on sait qu'on doit chercher un fichier db.yaml. Et là, on a la localisation du fichier /static/. Donc ça, c'est, vous savez, c'est le dossier dans lequel on a récupéré le JWKS tout à l'heure. Et c'est un alias qui emmène vers le dossier home code coder, home code coder static styles.
En fait, c'est ce dossier-là qui va nous intéresser. Donc là, l'idée, c'est que on va supprimer tout ce qu'on a actuellement. Enfin, on garde les points slash, tous les points slash qu'on a mis. Et on va aller dans home, slash code, slash coder, slash static, slash styles, slash jwks.json. C'est le fichier qu'on a été tout à l'heure et on sait que celui-là, il existe. Et là, on obtient bien le jwks de tout à l'heure. Donc, on est sur la bonne voie. Maintenant, le fichier qu'il nous faut, c'est le db.yaml. Donc, je vais tester dans home code, coder, static, styles, le db.yaml. Et là, si on envoie, donc on obtient ça. Et en fait, en descendant un petit peu, on voit qu'on a un 404. Et ici, nous donne le chemin qu'on a tapé. Home code, coder, static, styles, db.yaml. Et il nous dit qu'il l'a pas trouvé. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer un à un les dossiers. Donc je vais supprimer la styles. Si j'envoie, je vois que je n'ai pas le fichier en question. Ensuite, je vais supprimer également static. J'envoie, et là, pouf, on tombe sur le fameux db.yaml. Et on obtient le mot de passe de l'utilisateur. Donc à partir de ce moment-là, on va plus utiliser le proxy. Là, on n'a plus besoin du serveur web. On n'a plus non plus besoin du serveur web. Hop, tac, le terminal et ça. Et on va faire tout simplement un SSH de code at et l'adresse IP 10.129.175.102. Je lui dis ok. Donc là, hop, c'est vrai que la dernière fois, il avait un... En fait, je me suis déjà connecté. Quand j'ai fait la machine, la première fois, je m'étais connecté en SSH. Ce qui fait que dans mon dossier .ssh et non-host, j'ai déjà une clé qui correspond à cet hôte-là, mais pas cette IP-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce fichier-là. Et je vais me connecter, je vais accepter la clé. Et là, je vais copier-coller. Tac, copier-coller ce mot de passe. Et une fois que j'ai copié-collé le mot de passe, je suis connecté avec l'utilisateur. On peut faire un ls-l, et là on a de nouveau le flag, si on ne l'a pas fait fuiter tout à l'heure avec le LFI. Maintenant pour ce qui est de l'escalation de privilèges, on peut faire un sudo-l, et en faisant un sudo-l, on voit qu'on a un petit exécutable. Donc cet exécutable usr bin t-report, on peut l'exécuter en sudo sans utiliser de mot de passe. Donc on va le lancer pour voir comment il fonctionne. Quand on le lance, on a 4 choix. Donc premier choix, on peut créer quelque chose. J'ai essayé de créer différents rapports avec des commandes, étant donné que là, quand on rentre tout ça là qu'on rentre, on les rentre en administrateur. Donc c'est pour ça que j'ai créé des rapports avec des commandes en espérant qu'il exécute ces commandes, mais rien à y faire, il n'exécute pas les fichiers. Le choix 2, c'est pour lire les rapports. Si on essaye de lire, on a donc le rapport qu'on vient de créer, on rentre son nom, et il nous affiche le contenu du rapport. Et le choix 3, ça c'est le plus intéressant. Quand on rentre le choix 3, on doit rentrer une IP / un nom de fichier, ce qui veut dire qu'il télécharge sur un serveur distant. Il va télécharger sur le serveur distant qu'on lui donne. Donc au départ, je lui avais fait télécharger sur mon serveur à moi, 10.10.14.28, sur ma machine. Par exemple, si je fais /jwks.json, là sur mon deuxième terminal, je vais retourner dans mon dossier Documents Unicode et je vais relancer python 3-m http.server. Et là, si je lui dis de télécharger à mon adresse, donc par 8000, /jwks.json, je sais qu'il est présent. Si je fais ça, on voit que il a bien téléchargé le fichier. Et là, si je fais 2, donc pour lire un rapport, j'ai un thread report, un nouveau qui est apparu, et si je le lis, j'ai le fichier JWKS que je viens de télécharger. Donc, ok, avec ce système, on voit que on peut télécharger des fichiers à distance. Après, j'ai essayé de faire planter le truc, donc avec différents trucs, mais quand là je mets AZERTY, il me dit qu'il peut pas
resolve le nom d'hôte AZERTY, qui peut pas résoudre ce nom d'hôte. Et si on rentre rien, là ça devient intéressant, parce que on voit que en fait il utilise curl. Là il lance curl tout simplement. J'ai fait quelques recherches sur curl. Curl, il supporte beaucoup de protocoles. On peut également faire du FTP, on peut faire plein de choses dessus. Et là, si on rentre le choix 3, on a quelque chose, on peut faire file. Alors voilà l'idée. L'idée, c'est que théoriquement, curl, il se retrouve à faire http, etc. Nous, ce qu'on va lui préciser, c'est de faire file, etc. Non, /root/root.txt. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lire le flag de l'utilisateur root. Donc là, l'URL lui plaît pas. Ce qu'on peut essayer, c'est de faire file alors avec 3 slash, il me semble, /root.txt. Et si on fait ça, il nous dit que c'est pas bon. Alors, file /root/root.txt. File /root/root.txt. Donc voilà, alors je sais pas pourquoi il a pas fonctionné au départ, il m'a fait un wrong input, mais là, comme vous pouvez voir, en relançant plusieurs fois et en refaisant la file /root/root.txt, on voit que il a bien téléchargé quelque chose. Maintenant, je vais lui dire que je veux lire les rapports, et là j'ai un nouveau rapport qui est apparu, je lui rentre le nom du rapport, et j'obtiens le drapeau, j'obtiens le flag de l'utilisateur root. Donc, on a pu bypasser en fait cet exécutable qui nous permet de faire des rapports. On peut l'exécuter en sudo sans aucun problème. Et lorsqu'on utilise cet exécutable, dans le troisième choix, pour faire le troisième choix, il utilise curl. Et nous, en entrant et curl permet de faire autre chose que du HTTP, il permet notamment de faire donc des files, de demander des fichiers locaux. Et c'est ce qu'on a fait c'est exactement ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a demandé le flag de l'utilisateur admin, de l'utilisateur root, et il nous l'a donné. Donc tout simplement, pour l'escalation, pour la montée en privilège, j'ai simplement fait comme ça. Il y a peut-être des moyens pour avoir un shell, je ne sais pas. Je sais juste que comme ça, on obtient le flag et potentiellement, on pourrait lire les fichiers qu'on a envie de l'utilisateur root. En tout cas, on a obtenu le flag de l'utilisateur, on a obtenu le flag de l'utilisateur root également. Donc cette machine, on est dedans, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec. On a réussi à la hacker. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée et un bon hacking. Je vous dis à la prochaine.